Alors que tout le monde arrive, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie de vous être joints à nous. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de vous joindre à moi et à nos panélistes. Je m'appelle Liz Tuley. Je fais partie du Knowledge Success Project du Johns Hopkins Center for Communication Programs. Le Knowledge Success Project est ravi de présenter ce webinaire sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de la mise en œuvre et de l'extension des programmes d'agents de santé communautaire. Les panélistes partageront leurs expériences dans 9 pays d'Afrique et d'Asie. Tout d'abord, nous allons commencer par quelques points d'ordre administratif. Tout d'abord, comme les gens le font en ce moment même dans le chat, présentez-vous en indiquant votre nom et votre lieu de résidence. Présentez-vous en indiquant votre nom et l'endroit d'où vous venez. Nous demandons également à tous les participants de choisir la langue qu'ils préfèrent. Tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran, cliquez en bas de votre fenêtre Zoom où vous verrez l'icône d'un globe. Vous serez alors dirigé vers le canal anglais ou français. Vous pouvez alors couper le son original. Tout le monde doit sélectionner une langue pour s'assurer que vous pouvez écouter tous nos orateurs. Nous allons alterner entre les présentateurs anglais et français. Vous verrez que nous adoptons plusieurs approches différentes pour vous permettre d'accéder au jeu de diapositives dans la langue dans laquelle vous écoutez. Nous vous demandons donc d'être indulgents avec nous, car il y a plusieurs aspects logistiques à prendre en compte. Nous espérons avoir fait de notre mieux pour répondre à vos attentes. Pour commencer, je vais vous expliquer brièvement comment nous en sommes arrivés là. En février, le Knowledge Success Project a organisé 3 cercles d'apprentissage axés sur la mise en œuvre et l'intensification de l'intégration des agents de santé communautaire dans les systèmes de santé. Les programmes d'agents de santé communautaire sont une approche clé incluse dans les pratiques à fort impact et la planification familiale, ou comme nous les appelons communément, les SHIPS, High Impact Practice and Family Planning. Les HIP sont un ensemble de pratiques de planification familiale fondées sur des données probantes et examinées par des experts du monde entier sur la base de critères spécifiques. Elles sont ensuite documentées dans un format facile à utiliser. Plus précisément, les HIP sont connus pour leur résumé relativement court de 8 pages, destinés à être utilisés dans le cadre de la planification familiale. Les détails essentiels de la pratique, y compris les preuves de son efficacité et la manière de la mettre en œuvre. Les cercles d'apprentissage sont un programme d'apprentissage participatif, d'apprentissage de pair à pair, destiné aux professionnels de la santé mondiale pour partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les domaines urgents de la santé mondiale. Pour cette série de cercles d'apprentissage, nous avons fait appel à des professionnels de la planification familiale et de la santé génésique de 29 pays en Angleterre, de 29 pays d'Afrique anglophone, d'Afrique francophone et d'Asie. Ces participants se sont réunis chaque semaine sur Zoom pendant 4 semaines afin d'en apprendre davantage sur les approches réussies des uns et des autres en matière d'intégration des agents de santé communautaire dans les systèmes de santé et sur la manière de résoudre les problèmes persistants. Sur ce, j'ai le plaisir de vous présenter le modérateur du webinaire d'aujourd'hui, le Dr Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré est conseiller régional SBC au Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication basé au Sénégal. Il a été notre principal facilitateur dans la cohorte de l'Afrique francophone. À vous, Mohamed. D'accord, merci beaucoup Lise pour cette présentation. Bienvenue à nos participants et à nos panélistes. À nos panélistes, pour le programme d'aujourd'hui, nous commencerons par donner un aperçu général des cercles d'apprentissage. Puis nous continuerons à discuter d'expériences réussies,
dans le cadre du programme AISC. En français, nous dirons AISC, en anglais, SC. Et dans ces expériences réussies, nous aborderons trois parties, trois éléments. Le premier concerne le mécanisme de collecte des données et de mise en relation dans le programme ISK. Le programme ISK. Le deuxième point concernera l'appropriation du programme ISK à la fois par la communauté et la renomination. Le troisième point concernera la formation et l'engagement des participants. Et nous terminerons bien sûr par des questions, des réponses. Si vous avez des questions après que nos panélistes nous aient permis de mieux comprendre les trois points que je viens d'évoquer. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par le premier point qui va concerner la vue d'ensemble. Slides, s'il vous plaît. Ainsi, pour nous permettre de mieux comprendre les trois points que je viens de mentionner, nous avons le plaisir d'avoir trois éminents panélistes qui nous aideront à mieux comprendre ces trois éléments. Le premier panéliste ou la première panéliste est Aïcha Fatima. Elle est donc gestionnaire principale de programme pour Momentum au Pakistan, mais aussi au niveau mondial. Elle dirige également au niveau mondial. Et au Pakistan, elle dirige principalement le portefeuille concernant la santé maternelle, néonatale et infantile. Le deuxième intervenant est donc le docteur Tadel Kebede. Désolé d'avoir raccourci son nom. Le docteur Tadel est un expert du ministère de la Santé éthiopien au niveau où il travaille sur tout ce qui concerne la santé reproductive et le planning familial. Depuis une dizaine d'années, elle travaille dans un ministère qui se concentre sur ces deux domaines et en particulier sur la santé des adolescents et des jeunes. Notre troisième panéliste est le docteur Yvette Ribera. Elle travaille pour GSI dans le cadre du projet Momentum. Elle est basée à Madagascar. Les deux premiers panélistes que je viens de présenter faisaient partie de la cohorte anglophone. Le docteur Yvette a travaillé ou collaboré avec nous dans la cohorte francophone. En plus de Madagascar, le docteur Yvette apporte son soutien à d'autres pays. D'autres pays, en particulier pour les interventions dans le système de santé communautaire, notamment au Burkina Faso, en RDC, au Mali, au Niger, au Soudan et au Sud-Soudan, ainsi qu'en Tanzanie. C'était donc une brève introduction, un bref aperçu de nos panélistes. Donc, comme je l'ai dit dans l'ordre du jour est le suivant. Comme je l'ai dit dans l'ordre du jour, le premier point que nous allons partager avec vous est une vue d'ensemble de ce qui a été discuté au cours de ces cercles d'apprentissage. Plusieurs questions ont été discutées et l'une des premières était de savoir ce qui fonctionne bien dans le programme ASC. Nous essayons donc de vous donner un petit résumé de ce qui a fonctionné parce que tout au long de ces discussions, dans ces trois régions, plusieurs thèmes de réussite ont émergé. Et le premier point, un des facteurs clés de succès,
c'est la mise en place de mécanismes simples et efficaces pour collecter des données afin de garantir la solidité du système de sous-évaluation. Un exemple est l'utilisation de kits de données ouvertes, généralement connus sous le nom d'ODK. Il y a de nombreux exemples qui ont été donnés. Ici, nous n'en donnons qu'un, qui est simple et qui permet aux ASC de travailler hors ligne et, une fois que la connexion est disponible, d'être en mesure d'envoyer ces différentes données. Cette application permet également de visualiser les données plus simplement ou plus facilement et est principalement utilisée par les organisations de développement, les organisations humanitaires. Le deuxième facteur de succès est l'appropriation et la collaboration entre les différents acteurs. Nous parlons des communautés, des gouvernements, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui soutiennent globalement les pays dans la mise en œuvre de ce programme d'agents de santé communautaire. Le troisième point concerne la mise en place de mesures incitatives pour les ASC. Ce n'est pas une surprise, même si l'on sait qu'historiquement, ces programmes ont démarré dans de nombreux pays avec la notion de volontariat, mais pour permettre aux ASC de garder le même engagement, d'être encouragés à continuer à travailler, il est nécessaire de mettre en place des mesures incitatives dans différents pays, de sorte que la mise en œuvre de mesures d'incitation a été considérée comme quelque chose qui fonctionne assez bien. Un autre point concerne le renforcement des capacités des CSA. Cela comprend non seulement la formation sur la manière, nous dirons la formation sur les aspects techniques, tels que la manière de donner un certain mode de paiement, la manière d'effectuer les paiements, etc. De donner un certain mode de paiement, mais aussi la fourniture d'un mentorat continu, d'une supervision de soutien. Les participants des différentes cohortes ont également souligné l'importance d'impliquer un avantage ASC, c'est-à-dire, en fonction des thèmes de traitement, de voir comment faire en sorte que, par exemple, on puisse utiliser des agendages de 18-35 ans pour traiter les problématiques des adolescents et des jeunes, pour que les ASC puissent être un peu plus proches de cette cible, et d'utiliser des personnes handicapées, non seulement pour des questions d'équité, mais en tout état de cause, chaque fois qu'il s'agit d'une question d'équité. Cela est possible, et surtout si cela permet aux personnes handicapées de fournir également des services de proximité. Un autre point est d'impliquer les ASC dans les activités de planification. Il ne s'agit pas de tout structurer, de tout mettre en place et de leur demander de le faire. Mais il s'agit de les impliquer à la fois dans les activités de planification, mais aussi dans le suivi. Et bien sûr, puisque nous parlons de programmes communautaires, il est important d'impliquer les personnes influentes au niveau de la communauté. Et cela a également été considéré comme un facteur qui fonctionne au niveau des programmes ASC. Diapositive. Vous m'entendez? Donc, il y a donc des éléments qui doivent être améliorés, c'est-à-dire que nous avons vu tout de suite ce qui fonctionne bien, mais il y a encore des éléments qui doivent être améliorés pour que ces programmes ASC puissent obtenir les résultats que nous voulons. Le premier élément est la renumérotation des ASC. Cette renumérotation vise vraiment à les encourager à travailler davantage dans leur... C'est une incitation financière et une fois que cette incitation financière que beaucoup de pays ont expérimentée et qui est principalement assurée par les partenaires techniques et financiers, une fois que cette incitation est terminée,
il devient difficile de continuer à motiver les NCP. Les participants ont donc souligné l'importance d'une meilleure intégration des NCP dans le système de santé pour résoudre ce problème et l'engagement du gouvernement à donner aux ASC une incitation financière qui permettra de mieux reconnaître l'importance de leur travail dans le système de santé. Il y a aussi le taux élevé de rotation des NCP. La forte rotation des ASC vers d'autres secteurs ou d'autres lieux a été observée dans différents pays et une solution mise en avant par les différentes cohortes consiste à rassembler les ASC dans une communauté donnée pour mieux assurer la continuité de la prestation de services en cas de départ d'un ASC, par exemple. Une autre solution mise en avant est de créer des contrats avec les CSA sur une période définie afin de les encourager à maintenir leur engagement. Un autre point mis en avant est l'ampleur du travail des ASC, qui n'est pas encore en adéquation avec la politique de transfert de compétences dans le pays. Parmi les solutions évoquées, il s'agit de faire un peu plus le ménage avec les différentes parties concernées, de partager les preuves, les avantages et la co-création des plans de mise en œuvre des ASC, de développer les comités de mise en œuvre de la politique de délégation des tâches, mais aussi de renforcer les questions de formation et de mettre en œuvre des activités ou des délégations de tâches concernant le programme de CSA. Un autre point concerne la collecte de données et la communication. Nous venons de le souligner parmi ce qui fonctionne bien, mais nous devons encore nous améliorer. Un autre point est la communauté Confiance, en impliquant de la communauté dans la mise en œuvre de ces programmes de CSA et de créer des mécanismes de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes, de responsabilité afin de sélectionner les NCP au sein des communautés. Diapositive suivante. Donc, il y a un certain nombre d'enseignements à tirer. Il y a un certain nombre de leçons à tirer de tout ce qui a été dit ici. Dans toutes les régions, les Learning Services Scores ont mis en évidence les facteurs de réussite qu'ils ont partagés et les défis persistants auxquels ils sont confrontés afin de tirer des leçons générales sur la réussite du programme ASC. Afin de tirer des leçons générales sur la réussite du programme ASC. Ils ont considéré ces leçons comme les ingrédients clés d'un programme ASC réussi qui amplifie ce qui fonctionne bien aujourd'hui et résout les défis actuels. Certains des thèmes que nous aborderons aujourd'hui sont liés à ces différents éléments. Parmi les enseignements tirés, il y a, entre autres, les éléments suivants: la volonté politique de faire fonctionner le programme ASC en tant qu'élément extrêmement important, de maintenir l'engagement des différentes parties impliquées, y compris les communautés, le gouvernement et les partenaires techniques. L'intégration des CSA dans le système de santé en général. Cela nous permet d'avoir des programmes durables dans le système de santé. Par ailleurs, une leçon apprise ou tirée de ces portes est d'avoir un nombre durable d'ASC. Cela est lié aux deux premiers points que je viens de mentionner, mais aussi à une appropriation, une collaboration multisectorielle. Cela signifie que lorsque nous voulons élargir le champ d'action des ASC, d'autres secteurs peuvent nous aider afin que nous puissions à la fois amplifier l'importance que nous avons dans leur travail et pour le système de santé,
mais aussi pour rendre ces programmes durables. En outre, le rôle et les responsabilités sont clairement définis et le renforcement de leurs capacités se poursuit. Il ne s'agit pas de donner une formation initiale au CSA, mais au fur et à mesure que les programmes avancent, d'assurer une formation continue pour qu'ils restent à jour. Par ailleurs, les CSA doivent être correctement équipés, car en fonction des activités qui doivent être menées sur le terrain, il est important qu'il y ait des éléments qui permettent, ainsi que des équipements qui leur permettent de mieux faire ce travail. Des systèmes d'orientation solides, mais aussi l'utilisation de la technologie pour la collecte de données et l'établissement de rapports, ainsi qu'une bonne documentation des réussites. Ainsi, pour nous permettre d'approfondir certaines des leçons que nous venons de tirer, nous allons discuter avec nos 3 panélistes âgés, dont le premier avec Aïcha, qui nous parlera donc des mécanismes appropriés pour la collecte de données et l'établissement de rapports, y compris l'utilisation nécessaire de la technologie à cette fin. Aïcha, c'est à vous. Merci Mohamed. Voici donc Aïcha du Pakistan. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous parler de notre expérience dans le cadre du programme des agents de santé communautaire, Ultra Momentum Country et Global Leadership au Pakistan. La parole est à vous. Ma présentation porte sur le contexte, quelles sont les interventions, comment nous avons procédé à l'analyse de la situation et quelles ont été les conclusions, notre approche et les facteurs de réussite. Suivant, s'il vous plaît. Pour en venir au contexte, ce projet que nous avons mis en œuvre était principalement axé sur la planification familiale postpartum. Et nous avons travaillé avec les points de prestation de services des secteurs publics et privés. Nous avons donc travaillé à la fois au niveau de la communauté et au niveau des établissements de santé. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les ministères et les instituts de recherche et d'enseignement public, les instituts publics d'enseignement et de recherche. Le contexte très spécifique était celui des 2 districts, Angou et Kohat, qui se situaient au niveau infranational, et Khyber Pakhtunkhwa, l'une des provinces du Pakistan, où la communauté est très conservatrice par rapport au reste de la province. Il s'agissait d'une communauté multiculturelle et d'une frontière avec les zones ex-tribales. Lorsque nous avons lancé notre programme dans cette région, il n'y avait pratiquement aucune compréhension du planning familial postnatal et le concept de prestation de services aux adolescents et aux jeunes n'était pas très limité. Il y avait peut-être des prestataires qui connaissaient les services destinés aux adolescents et aux jeunes ou leurs besoins, mais la prestation de services n'existait pas. Et cela n'existait pas du tout au niveau des ASC ou des agents de santé communautaires. Ensuite, s'il vous plaît. Je n'entrerai pas dans les détails de tous les objectifs, mais celui qui est pertinent est que notre but était d'améliorer pratique de PF au niveau individuel, familial et communautaire et d'augmenter la service de PF et de PPFP. Ensuite, s'il vous plaît. Voici donc les quelques interventions qui faisaient partie de la mise en œuvre de notre projet. Celles qui ont été mises en évidence et principalement liées à notre programme CHW. L'une d'entre elles, qui est le sujet de ce document, est le mécanisme de rapport et de documentation. Ainsi, nous visons à lever les obstacles et à développer des solutions innovantes pour l'analyse des données du planning familial l'analyse et l'utilisation des données du planning familial postpartum au niveau de l'établissement de santé et de la communauté. Deuxièmement, 2 départements disposent de leurs propres travailleurs communautaires, le ministère de la Santé et le ministère du Bien-être de la population. Notre objectif était donc de renforcer la collaboration entre les hommes et les femmes, les agents de santé communautaire au niveau de la communauté, et en fin de compte, d'améliorer la prise de conscience et l'action des jeunes couples en matière de recherche d'informations et de services sur la PPFP ainsi que les services au niveau de la communauté et des établissements de santé. Ensuite, s'il vous plaît. Il s'agit de l'analyse de la situation. Au début de notre projet, nous avons découvert 2 domaines principaux. Le premier concerne les compétences techniques. Il y avait très peu de compréhension autour des connaissances et des compétences pour faire du conseil PPFP ou de la prestation de services ou de l'orientation vers les établissements de santé. Nous avons également appris qu'il y avait un manque de confiance et de communication avec la communauté et en particulier avec les adolescents. La deuxième lacune importante concerne les lacunes en matière de documentation et de coordination.
Les capacités étaient faibles. Quels que soient les outils utilisés, ils ne documentaient pas selon les pratiques habituelles. Et il n'y avait pas d'enregistrement des données relatives à l'âge, de données liées à l'âge. Ils organisaient des sessions de sensibilisation de la communauté, mais ils n'avaient pas d'informations spécifiques à l'âge lors de leurs sessions de sensibilisation. Comme je l'ai mentionné, il y avait coordination limitée entre les hommes et les femmes ASC. Il n'y avait pas non plus de mécanisme de retour d'information des responsables de district vers la santé communautaire. Telle était donc la situation générale lorsque nous avons commencé. Ensuite, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'approche, je l'ai divisée en 3 domaines principaux. D'abord l'évaluation, ensuite la coordination et les approbations, et enfin la formation et l'accompagnement. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y avait des lacunes en matière de connaissances, de compétences et de documentation. Ce que nous avons fait pour y remédier, c'est que nous avons organisé des réunions consultatives avec les 2 départements au niveau du district. Et nous avons eu une coordination très étroite au niveau des établissements de santé. Les prestataires de services nous ont également fait part d'un certain nombre de lacunes concernant les ASC. Et nous avons eu des interactions avec les ASC eux-mêmes. Ce sont donc les 3 façons de comprendre leur niveau de compréhension du travail des ASC. Travail. Nous avons également examiné leur dossier antérieur. Comme pour tout projet, nous nous sommes également concentrés sur ce point. Nous avons obtenu nos approbations et nous avons amélioré la coordination à leur niveau. Ce que nous avons fait, c'est combler le fossé entre les agents de santé communautaires masculins et féminins. Et nous avons essayé d'améliorer le système d'orientation de la communauté vers les établissements de santé. En ce qui concerne l'outil, nous avons procédé à un examen conjoint et nous avons révisé cet outil. Ce que nous avons fait, c'est inclure la colonne de l'âge, et pas seulement la colonne, mais aussi essayer d'avoir la ségrégation par l'âge. La ségrégation par âge. Nous avons inclus le conseil et l'orientation du PPFP et l'avons normalisé. Et après l'approbation des responsables de district, nous continuons à travailler avec eux, non seulement dans le cadre de l'orientation, mais aussi avec l'outil révisé, en les aidant à analyser les données avec les 2 départements et à déterminer comment ils rendent compte du conseil et de l'orientation. Nous leur avons fourni un soutien sur le terrain, nous-mêmes et par l'intermédiaire des responsables de district, et nous avons essayé d'améliorer leur confiance en eux pour communiquer avec les gens. Nous avons également revitalisé leurs réunions mensuelles à leur niveau et permis aux responsables de district de fournir un retour d'information au TCA afin qu'ils puissent s'améliorer. Suivant, s'il vous plaît. Ce ne sont là que quelques aperçus. Suivant, s'il vous plaît. Voici l'outil que nous avons révisé. Il n'y avait pas de colonne d'âge, mais dans l'outil dont vous pouvez voir ici le formulaire rempli, il y a 2 colonnes distinctes pour les adolescents et les jeunes et pour les adultes. La suite, s'il vous plaît. Voici également quelques aperçus de nos réunions communautaires que notre équipe et nos responsables de district avaient l'habitude de tenir tous les mois avec eux. Suivant, s'il vous plaît. Continuez à cliquer. Voilà donc les quelques facteurs de réussite que nous estimons très importants. Lier ce travail à la stratégie gouvernementale afin que le gouvernement adhère à ces interventions sur le terrain. Améliorer leur compréhension des besoins des adolescents et des jeunes et du rôle que les TCA peuvent jouer à cet égard. Et des rappels sur l'importance des données, non seulement pour les aider à enregistrer ces données et à les utiliser, mais aussi pour améliorer leur intérêt et leur comportement à l'égard de l'utilisation de ces données. Leur intérêt et leur comportement pour utiliser ces données dans leur travail quotidien. La réalisation d'examens conjoints au niveau du district et l'établissement de liens entre les prestataires de services et les travailleurs, basés sur les services des établissements pour la prestation de services aux adolescents. Enfin, le coaching, le soutien et l'orientation en cours d'emploi de la part de notre équipe, de l'équipe MCJL, ainsi que des responsables de district. De district ont été très importants pour faire avancer les choses et les aider à s'améliorer dans le processus. Ensuite, s'il vous plaît, voici la liste des résultats. Premièrement, toute mon équipe s'est efforcée de normaliser cet outil et l'équipe du district a été convaincue qu'il s'agissait d'un outil important qui devrait être adapté à l'ensemble de la province. C'est pourquoi nous avons donc plaidé en faveur d'une sensibilisation au niveau provincial afin que cet outil puisse être utilisé dans toute la province, dans d'autres districts également. L'inclusion de messages PPFP dans les sessions de sensibilisation de routine était l'un des domaines importants. Et l'inclusion d'indicateurs PPFP à tous les niveaux, ainsi que l'établissement de rapports mensuels, par exemple le nombre de femmes conseillées, le nombre d'hommes conseillés et les sessions de sensibilisation organisées au niveau communautaire. De même, la sensibilisation des différents responsables à la question des jeunes adolescents. Lorsqu'ils ont été sensibilisés, ils ont pu de faire en sorte que les interventions sur le terrain soient mises en œuvre par l'intermédiaire de ces ASC ou au niveau de l'équipe du district. Et ce suivi, les relais communautaires ont été très importants pour leurs officiels ainsi que par nous pour ce faire. De même, nous avons également essayé que ces ASC soient présents aux réunions des établissements de santé afin qu'ils comprennent que
le nombre de personnes qu'ils envoient et toutes les données collectées au niveau mensuel. Que disent ces données et quel en est l'impact au niveau de l'établissement de santé? Ainsi, toute cette planification et l'élaboration d'une solution locale en collaboration avec les prestataires de services et les responsables des établissements de santé a été l'une des réussites, selon nous, qui a permis de combler le fossé entre la communauté et l'établissement de santé. Suivant, s'il vous plaît. C'était ma dernière diapositive. Et voici les quelques établissements de santé et les aperçus de l'établissement de santé où nous avons travaillé à la fois avec les prestataires de services, les directeurs d'établissements de santé et les directeurs de district, ainsi qu'avec la communauté. Ensuite, s'il vous plaît. Je voudrais également mentionner que l'ensemble de ce projet a été mis en œuvre avec le soutien généreux de Momentum et de l'USAID. Merci beaucoup. La parole est à Mohamed. Ok, merci beaucoup, Aïcha, d'avoir partagé avec nous les éléments clés de cet important projet et qui montrent qu'en fait, les mécanismes de collecte de données ont toute leur importance pour nous permettre d'avoir un système de CSA très efficace et surtout d'avoir les éléments pour le faire fonctionner. Donc, sans plus attendre, nous allons maintenant donner la parole au docteur Tadel pour nous faire part des éléments concernant l'appropriation et le renouvellement des programmes ASC. Docteur Tadel, c'est à vous. Merci Mohamed, merci à tous les participants et bonjour à tous. Je vais essayer de partager, vous savez, l'expérience du point de vue éthiopien, comment le programme d'extension de la santé fonctionne maintenant, ainsi que le champ d'application et notre succès au milieu. Le système éthiopien, en particulier le système de santé, est organisé en 3 niveaux de soins, le primaire, le secondaire et le tertiaire. Mais j'aimerais maintenant me concentrer sur le primaire, car le programme d'extension de la santé fait partie de l'unité de soins de santé primaire. Nous nous concentrons donc probablement sur ce programme d'extension de la santé en raison de la proportion d'Éthiopiens qui vivent dans les zones rurales et de l'importance de la population. Vivant dans les zones rurales, avec un accès minimal aux services de santé, est énorme. Le programme a donc démarré en 2003 à l'échelle nationale, en imitant l'idée d'apporter les services de santé de base aux portes de la communauté rurale éthiopienne. Nous avons donc principalement observé la différence entre notre système qui est axé sur les zones urbaines, mais vous savez, lorsqu'il s'agit de la population et des services, tout cela se passe principalement dans la partie rurale du pays. C'est pourquoi nous allons essayer de nous concentrer sur l'ensemble des services de vulgarisation sanitaire qui sont fournis par le biais de 3 points de vente différents, au niveau des ménages dans notre contexte, au niveau de la communauté évidemment, et aussi au niveau de l'école et du poste de santé. Suivant, s'il vous plaît. Diapositive suivante. En ce qui concerne le recrutement des agents de santé, ce sont des femmes. La plupart du temps, il s'agit d'agents de vulgarisation sanitaire de sexe féminin, ayant au minimum une 10e année d'études, actuellement jusqu'à la 12e. Elles travaillent donc en binôme dans chaque poste de santé. Nous avons choisi des femmes comme agents de vulgarisation sanitaire, principalement parce que, comme vous le savez, l'intervention sanitaire, les activités étaient liées aux femmes, aux mères et aux enfants. De plus, les mères des communautés rurales sont plus à l'aise pour discuter ouvertement des problèmes. Elles préfèrent discuter avec les femmes et les agents de vulgarisation sanitaire affectés à chaque poste parce que, comme je l'ai dit, ils travaillent dans la communauté, à l'école et donc au niveau du poste de santé, ce qui leur permet de gagner du temps. Ils économisent donc leur temps et s'organisent à chaque fois de cette manière. L'autre point que je voudrais souligner est que l'appropriation de la communauté
au cours de la formation des agents de santé communautaire est soutenu de manière significative par la communauté elle-même. Le chef de la communauté est également impliqué dans la phase de recrutement. La communauté est donc fortement impliquée. Je veux dire qu'en premier lieu, les agents de santé communautaire sont recrutés au sein de la communauté et que les membres de la communauté ont leur mot à dire. De plus, elle connaît la langue et la culture. L'engagement est donc très fort. Et puis, évidemment, il y a le soutien du gouvernement. Je veux dire que l'engagement politique est important dans le cadre de notre service, car l'utilisation de ce segment de la population dans l'ensemble du pays est énorme. C'est pourquoi, à chaque fois, il est évalué et soutenu par des financements et des équipements à tous les niveaux. Les agents de vulgarisation fournissent également des services gratuits. Il y a une chose que je dois mentionner, c'est qu'ils ont leur salaire et qu'ils ont une échelle de carrière. Ils sont d'abord de niveau 3, puis de niveau 4, ce qui équivaut à un diplôme. Et encore une fois, à l'infirmière BCC, au niveau BCC, je veux dire, qui est la santé familiale. Et aussi, vous savez, le plafond est toujours ouvert pour aller de l'avant. Il s'agit donc d'un salaire hors temps, d'un salaire mensuel, mais versé par le gouvernement, et l'échelle de carrière est ouverte. Cela nous a donc aidé à assurer la pérennité de l'extension des soins de santé. Suivant, s'il vous plaît. Diapositive suivante. La diapositive suivante. D'accord. Je vous remercie. Donc, oui, la philosophie consiste à investir dans des agents de vulgarisation, à améliorer l'accès aux soins de santé primaire, car nous nous concentrons également sur la communauté rurale. Mais vous savez, c'est adaptable à la fois aux zones urbaines, rurales et pastorales. Mais nous nous sommes concentrés sur ce scénario. L'engagement de la communauté est donc élevé, qu'il s'agisse de la planification, du recrutement ou du soutien au système par le biais de différentes plateformes. Nous espérons que cet engagement garantira la durabilité du programme. De même, l'autonomisation de l'individu avec les compétences et les connaissances appropriées. Aujourd'hui, nous passons des agents de vulgarisation sanitaire aux membres de la communauté, ce qui nous permet de croire que la santé doit être bien communiquée. Et nous savons que le niveau d'alphabétisation en matière de santé est élevé au sein de la communauté. Et nous travaillons en particulier à travers cette plateforme. Suivant, s'il vous plaît. Oui, le champ d'application de la pratique, en particulier ici, je voudrais vous montrer que le principal paquet d'extension complet, nous travaillons actuellement, vous savez, le programme d'extension de la santé classé en 3 catégories, le poste de santé de base, le poste de santé complet et le poste de santé d'urgence. Le poste de santé global est donc, c'est le plus grand, qui, en tant que critère, est destiné à la communauté ayant un accès limité aux centres de santé ou aux soins de santé primaire dans le centre de santé. À ce niveau, nous avons donc des agents de vulgarisation sanitaire qui font également partie de notre feuille de route. Nous essayons d'inclure les sages-femmes et les autres professionnels de la santé dans ce cadre. Les agents de vulgarisation sanitaire fournissent principalement des services différents de ceux de la santé familiale. Il s'agit de la prévention et du contrôle, de l'hygiène, de l'environnement, l'hygiène et la santé environnementale, ainsi que l'éducation et la promotion de la santé, bien entendu,
Dans ce cadre, le poste de santé de base, le poste de santé complet et le poste de santé d'urgence, la plupart du temps, en particulier le poste de santé de base et le poste de santé complet, sont probablement répertoriés ici et vous savez, différents services sont fournis de nos jours dans le poste de santé complet, y compris la prestation, le paiement des services et le traitement des maladies courantes des adolescents et des adultes, ainsi que les services d'urgence et d'aiguillage. Ainsi, les services d'urgence du centre de santé au niveau suivant et de la communauté au niveau inférieur seront reçus. Ainsi, il y a donc différents services offerts à chaque niveau, mais aussi les services de base, les services complets et les services d'urgence. Suivant. Suivant, s'il vous plaît. Ainsi, l'un des succès que nous avons mentionné ici est le leadership du gouvernement, surtout depuis le début du programme. Vous savez, la création de coalitions avec les ministères concernés, avec les ministères importants, je veux dire le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et d'autres ministères. Je veux dire, parce que j'ai dit précédemment qu'ils sont salariés, qu'il est évident que le ministère des Finances fait partie de ce programme en premier lieu. Le ministère de l'Éducation, parce que ces candidats suivent une formation d'1 an au niveau 3, puis des années supplémentaires au niveau 4. Et lorsqu'ils ont obtenu leur licence, ils passent au niveau suivant et tout le système de santé travaille avec le secteur de l'éducation. Le leadership du gouvernement en termes de coordination de tous ces services est donc le premier pilier. Il ne s'agit pas seulement de recruter des travailleurs de la santé, mais aussi de mettre à disposition les infrastructures et les fournitures nécessaires. Il s'agit également d'établir des priorités avec les parties prenantes. C'est l'un des domaines dans lesquels le leadership gouvernemental peut être expliqué. Par ailleurs, j'ai déjà mentionné l'appropriation par les communautés locales qui font partie du processus de sélection des projets, qu'elles font partie du processus de sélection des candidats à l'extension des services de santé. La communauté locale est donc impliquée depuis la phase de planification jusqu'à la fin du programme. La communauté contribue également à différents scénarios au niveau des postes de santé. Les agents de vulgarisation sanitaire ont également un siège au conseil de village, au moins pour l'un des deux. Donc au conseil de village, le département de la santé, le département de l'éducation, le département de l'agriculture et d'autres départements font partie du conseil et la santé sera représentée à ce niveau. Oui, c'est Pouvez-vous vrai. accélérer un peu, s'il vous plaît? Je suis d'accord. Très bien. Au suivant, s'il vous plaît. Donc actuellement, nous avons une feuille de route pour 20, 30, 35 ans, en particulier en développant les 3, le global, le fondamental et le marchand. Cette feuille de route s'explique également par la transition socio-économique, démographique et écologique qui s'est produite récemment. Nous essayons de tracer la prochaine étape. Ainsi, le paquet est maintenant en expansion, comme vous l'avez vu précédemment, et le cadre, vous savez, les scénarios changent. Nous pensons donc qu'à l'avenir, la structure communautaire devrait être responsable de la fourniture des principaux services de base, parce qu'il y a, vous savez, les équipes de soutien des agents de vulgarisation sanitaire. Les volontaires de la communauté soutiennent fortement le système, car en reliant les agents de santé aux autres communautés et à leur travail, ils sont également formés à ce niveau. La feuille de route consiste donc à faire jouer tout cela, et je pense que cela va avec une direction claire, comment baser sur la demande de la communauté,
en particulier qui poussent, vous savez, le service à venir à la porte en raison de, vous savez, la tâche de la justice se déplaçant du centre de santé à venir au processus de santé. Nous devons donc répondre par le, vous savez, par un très différent, vous savez, nécessaire et important personnel de santé et aussi gardé comme nécessaire. Le suivant, s'il vous plaît. Docteur Tadel, nous avons un autre panéliste et nous manquons malheureusement de temps. Merci. J'aimerais donc que vous D'accord, puissiez d'accord, conclure. d'accord. Merci. Très bien. Enfin, pour terminer, j'aimerais mentionner quelques-uns des problèmes qui se posent actuellement. L'ancienne méthode familiale, en particulier la méthode réversible, y compris au niveau des postes. Le mécanisme d'assurance qualité est toujours en place et nous y travaillons. Vous savez, l'initiative Smartest Start, d'autres, en particulier les adultes et les personnes ciblées, parce qu'actuellement, nous avons l'impression d'avoir une éructation récente. Nous pensons que nous avons un nombre énorme. Nous essayons donc de nous attaquer au système et à la roue de l'initiative de la boîte. C'est parce que nous avons un niveau élevé et que cela m'a permis de m'amuser à planifier. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci seront mises en œuvre. Nous nous basons toujours sur la demande de la communauté et sur les idées novatrices qui émergent de chaque site et de chaque région. Nous essayons d'étendre et d'institutionnaliser cette initiative au prochain, l'endroit suivant. Enfin, cette initiative, vous savez, nous avons dû relever des défis tout au long de ce processus, mais en tant que pays à faible revenu, l'obtention d'une bonne santé nécessite surtout un engagement politique et de la détermination, comme je l'ai déjà mentionné. Il s'agit donc d'un effort de coordination. Nous sommes en train de réussir et de planifier les prochaines années jusqu'en 2035. Et toute expérience peut être maintenue. Nous avons l'Institution internationale pour la santé primaire. Nous avons l'Institution internationale pour les soins de santé primaire, l'Éthiopie, qui est une institution créée pour partager des expériences comme celle-ci. Et je pense que tout le monde peut s'y joindre et en tirer des leçons, car il s'agit d'une institution qui a été créée pour partager son expérience. Je vous remercie. Tadel, pour vos brillantes idées concernant ce programme en Éthiopie qui témoigne de la volonté politique et de la collaboration multisectorielle. Et la collaboration multisectorielle, mais aussi pour soutenir tout cela avec la mise en œuvre de l'infrastructure. Et donc, sans plus attendre, nous allons donner la parole au docteur Yvette pour nous donner le point concernant la formation et l'engagement du gouvernement. Docteur Yvette, si vous pouviez aller un peu plus vite, ce serait mieux pour nous dans le temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Au suivant, s'il vous plaît. Au suivant, s'il vous plaît. Je vais donc commencer par vous présenter qui nous sommes. Suivant, s'il vous plaît. Momentum Integrated Health Resilience fait partie des 6 projets financés par l'Agence américaine pour le développement international et qui a débuté en l'an 2025 et vise à améliorer les services et la disponibilité des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de planning familial et de santé reproductive, de haute qualité, respectueux et centrés sur la personne dans des contextes fragiles et affectés par des conflits. Le projet renforce la coordination entre les organisations de développement et les organisations humanitaires, tout en renforçant la résilience des individus, des familles et des communautés. Dans notre projet, nous avons adopté la définition de l'USAID pour la résilience sanitaire. Ensuite, s'il vous plaît, dans quel contexte travaillons-nous dans les pays où nous intervenons? Je vous en prie. Dans les pays cibles du projet que vous voyez en vert sur la carte à droite de votre écran, les similitudes incluent une mortalité, une morbidité maternelle et néonatale élevée,
avec les conflits, l'insécurité ou les risques liés au changement climatique qui fragilisent ces pays, mais qui ont aussi pour conséquence des mouvements internes croissants et la faiblesse, bien sûr, des services de soins de santé primaires. Et nous avons également constaté un faible accès aux services de santé essentiels. La suite, s'il vous plaît. Cela nous a amené à réfléchir au rôle que pourrait jouer la santé communautaire. La santé communautaire reconnaît la communauté comme un lieu où se crée et se maintient la santé, ce qui réaffirme la valeur des pratiques de base en santé publique. Là aussi, les établissements de santé sont pour la plupart non fonctionnels ou fonctionnent à minima sans les éléments de base, ce qui compromet la qualité et le respect des soins. Et quand les ressources matérielles manquent, il est nécessaire d'optimiser les ressources disponibles, c'est-à-dire les ressources humaines pour la prévention et les soins, notamment avec les agents de santé communautaire et les autres personnels. Et il ne faut pas oublier les autres acteurs locaux qui peuvent avoir un impact énorme. Outre les CSA, il y a les parents, les leaders religieux et communautaires, les praticiens, les pères leaders, les distributeurs à base communautaire, etc. Ensuite, s'il vous plaît. Quelles sont les approches que nous avons développées avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires pour renforcer la santé communautaire? Pour renforcer la santé communautaire, au niveau opérationnel, ensuite, s'il vous plaît, nous avons soutenu pour la formation, l'équipement et la supervision et le rapport des données ASC, le renforcement des capacités de résilience des CSA afin qu'ils puissent continuer à fournir des services, même en temps de crise, et d'introduire l'évaluation de la fonctionnalité et de l'amélioration des programmes pour des services de qualité. Tout cela est soutenu au niveau politique par l'opérationnalisation de la stratégie de santé communautaire du ministère de la Santé, l'harmonisation des directives de mise en œuvre et des manuels de formation intégrés, mais aussi l'élaboration et la révision de documents de référence basés sur des données factuelles et des directives sur la délégation des tâches pour les services vitaux en cas de défaillance du système de santé. Ensuite, s'il vous plaît. Cela a conduit à l'élargissement des termes de référence de l'ASC, les obligeant à renforcer leurs capacités et leurs compétences pour fournir des services de santé essentiels et de qualité pour les mères et les enfants. Pas à pas, il y a eu une mise à jour du manuel de formation des ASC dirigé par le ministère de la Santé et aligné sur les recommandations de l'OMS, la sélection et le recrutement de ces ASC, surtout dans les communautés de plus de 5 km de formation sanitaire, la cartographie des partenaires des interventions, le renforcement des capacités, en cascade de formateurs au niveau du ministère de la Santé. Et ce sont ces formateurs qui formeront les ASC sur le paquet complet. Au niveau national, il a été défini dans le manuel que, par exemple, au Niger, il fallait 10 jours pour que les ASC soient formés sur la partie soins du PCMEC, y compris l'évaluation des compétences et des pratiques, et 6 jours pour les parties promotionnelles et préventives, y compris le planning familial. Et lorsque le système de santé est totalement défaillant, comme c'est le cas au Burkina Faso ou au Mali, les ASC et les nounous de village sont formés pour des services allant au-delà de leurs tâches habituelles de vaccination des enfants ou d'accouchement à domicile dans de bonnes conditions d'hygiène. Lorsqu'une approche est couronnée de succès, elle est reproduite dans d'autres pays, nous adaptons le matériel de formation dans ces autres pays et nous avons également organisé des échanges virtuels ou en personne afin que les pays puissent également tirer profit des expériences réussies des uns et des autres. S'il vous plaît, quels sont les facteurs de réussite? Dans notre cas, il y a déjà les palettes politiques favorables,
qui ont permis d'harmoniser les guides et les manuels de formation. Manuels de formation. Il y a eu des formations de proximité, une formation initiale intégrée avec des pratiques théoriques et équilibrées. Ensuite, s'il vous plaît, il y a eu des compétences de base et spécifiques qui sont susceptibles d'augmenter l'utilisation et le service du planning familial, même en période de crise, d'autant plus qu'il est source de conflits sociaux ou de violences basées sur le genre dans certains contextes de fragilité. Il y a la disponibilité et l'utilisation de matériel de formation standardisé et le partenariat pour compléter l'intégration. En termes de résultats, nous pouvons dire que nous avons pu fermer plus de 4000 ASC à ce jour qui offrent des informations, des références et des services de PF. Cependant, nous devons encore relever le défi de revenir aux données pour les intégrer dans le système de santé. Suivant, s'il vous plaît. Et en termes de perspective, nous prévoyons de continuer à suivre les ASC en post-formation pour toujours assurer le coaching. Suivant, s'il vous plaît. Et le mentorat à distance pour ceux qui ont déjà commencé la numérisation. Et enfin, pour nous de documenter et de partager les enseignements sur l'efficacité et les limites, notamment pour les innovations telles que les délégations de tâches ou l'intégration des services en vue de la professionnalisation des ASC. Et je termine ici ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Yvette, et merci pour cette présentation qui nous permet vraiment de voir toute la valeur ajoutée d'avoir cette réflexion holistique sur les questions de santé, notamment au niveau communautaire, qui peut contribuer à avoir un impact sur les différents indicateurs. Nous allons donc faire une petite pause. J'aimerais demander aux participants de rester avec nous juste 5 minutes de plus que le temps imparti, afin que nous puissions donner la parole à nos panélistes pour qu'ils répondent à 3 questions seulement. Une question par panéliste. Je voudrais également inviter nos panélistes à se montrer très coopératifs dans les réponses qu'ils nous donneront. Je commencerai directement par le docteur Yvette. Il s'agit d'une question posée par Issa Toussaint. Elle aimerait en savoir un peu plus sur ce qui suit. Quel est le mécanisme utilisé pour garantir ou avoir une assurance qualité dans le suivi et l'évaluation des programmes AEC et comment améliorez-vous ces différents mécanismes? Dr Yvette? Je vous remercie pour votre question. En fait, cela dépend de la politique que le pays met en œuvre pour soutenir les ASC. Donc, la politique est déjà nécessaire, les stratégies doivent être mises en place sur la façon d'améliorer les qualités et au niveau opérationnel, elles se déclinent en outils de supervision qui sont blindés en grille d'observation pour que les superviseurs puissent effectuer des contrôles sur le terrain, d'observation pour que les superviseurs puissent effectuer des supervisions régulières. Il y a aussi, pour ce qui nous concerne, par exemple, la mise en place de systèmes de responsabilité sociale. Systèmes de responsabilité sociale qui sont des approches qui peuvent conduire à l'engagement des communautés, à être partie prenante des équipes d'amélioration de la qualité au niveau des centres de santé. Et à travers ces comités, de faire des retours réguliers au niveau des centres de santé sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, sur la façon dont les communautés peuvent recevoir des services. Et il y a aussi la
mesure de la satisfaction des clients dans l'utilisation des services à la fois au niveau des centres de santé et au niveau des CSA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Yvette, pour vos réponses. Je vais maintenant m'adresser à Aïcha. Il y a Getachew qui demande dans la mise en œuvre, en fait dans la configuration de votre programme AEC, avez-vous remarqué qu'il existe des différences entre le niveau rural et le niveau urbain? Et quelles sont ces différences? S'il y en a, quelles sont les différences que vous avez constatées en fonction du contexte? Une brève réponse, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci d'avoir répondu à cette question. J'ai essayé d'ajouter ma réponse en détail dans le chat. Notre projet s'adressait essentiellement aux communautés rurales. Nous n'avons pas inclus les communautés urbaines, mais en général, au Pakistan, le mécanisme des agents de santé communautaire est le même pour les communautés rurales que pour les communautés urbaines. Quelles sont les principales différences? Je dirais que les femmes ou les habitants des communautés rurales sont plus dépendants du soutien des TCA pour les différents conseils ou la recherche de services de santé dans les établissements de santé par rapport à la communauté urbaine. Une autre différence est que l'embauche ou l'identification des TCA est comparativement plus facile en milieu urbain qu'en milieu rural en raison de la différence d'éducation, la différence de disponibilité des femmes, par exemple. Dans l'un des départements, il y a des femmes agents de santé, qui sont les principaux agents de santé communautaire au Pakistan, et le fait d'avoir des femmes, il est donc difficile de disposer d'une main-d'œuvre féminine au niveau communautaire dans les communautés rurales par rapport aux communautés urbaines. Notre projet n'était donc pas spécifiquement axé sur les communautés urbaines. C'est pourquoi, voici donc mon journal, basé sur mon expérience de travail avec les TCA en général. J'espère que cela vous aidera. Merci beaucoup, Aïcha, pour vos explications. Je vais donner la parole au Dr Tadels pour 1 minute afin de permettre à Lise de conclure. Pour permettre à Lise de conclure, la question est posée par Esther de l'INEPI Nigeria. Elle aimerait savoir si vous avez un plan pour la maintenance de votre programme AEC. Et quels sont les défis et les solutions que vous avez apportés jusqu'à présent? Je vous remercie. C'est une bonne question. Je veux dire par là que nous savons que dans notre contexte, nous pensons que la santé peut être produite. Je veux dire que la communauté peut produire un bon résultat en matière de santé. Nous essayons donc d'informer autant que possible la communauté et d'avoir une bonne connaissance de la perspective de la santé. Nous savons qu'il existe un déficit d'information sur la santé et un déficit de système. Nous savons qu'il y a un déficit d'information sur la santé et un déficit de système. Nous devons donc essayer d'y remédier. Il s'agit donc d'assurer une bonne santé au niveau de la communauté, des ménages et des individus. L'information et l'établissement de liens entre les services du point de vue de la prévention et de la promotion sont importants. C'est ce que les agents de santé tentent de faire. L'autre défi est toujours celui de la communauté, vous savez, chaque fois qu'elle est exigeante. Je veux dire qu'ils exigent que les services viennent à leur porte. Remercier. Je veux dire du centre de santé et d'en haut. C'est pourquoi nous nous appuyons toujours sur la communauté. Les différentes évaluations et aussi la demande créée ou émanant de la communauté, nous essayons d'aborder et de déplacer, vous savez, certains des services avec la qualité, bien sûr. Pour ce faire, c'est pas facile. L'investissement n'est pas facile. Je veux dire que cela nécessite le soutien et la coordination des dirigeants, du gouvernement et des partenaires. Et c'est là l'essentiel pour parvenir à un bon résultat. Et je pense que tous ces éléments soutiennent notre système. Nous relevons tous les défis et toutes les demandes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr Tadels, pour vos réponses. Il y a beaucoup de questions. Les réponses à certaines d'entre elles vous seront envoyées. Je voudrais donc remercier les panélistes d'avoir pris le temps de se préparer et d'être avec nous, de partager leur point de vue, leur expérience au cours de cette session. Je voudrais également remercier tous les participants pour leur présence et Nolex Asset pour l'organisation de cette session et de ce webinaire. Je laisse maintenant la parole à Lise pour conclure. Merci à tous. Je vous remercie, Mohamed. Très rapidement. Ça va, Mohamed? D'accord. Avant de conclure, je voudrais m'assurer que tout le monde a bien accès à des liens vers certaines des ressources dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir la pratique à fort impact et le briefing sur le planning familial, le briefing sur les agents de santé communautaire. Des agents de santé communautaire. Ce document est en cours de mise à jour. Une toute nouvelle version sera donc disponible en août ou septembre. La version actuelle est disponible en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Nous disposons également d'une collection gratuite FP Insight qui contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à l'extension des programmes des agents de santé communautaire. N'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Je vous remercie tous de votre attention et de toutes les questions très réfléchies que j'ai vues dans le chat. Je tiens à vous dire que nous recueillons toutes ces questions et que nous demanderons à nos panélistes d'y répondre. À nos panélistes de fournir leurs réponses et nous récapitulatif qui inclura toutes les réponses. J'apprécie donc l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci d'être venu. Merci à tous nos panélistes et à notre modérateur. J'espère que vous passerez une excellente fin de journée. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.